Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous parlons cette semaine du sommet de Montpellier. Est-ce la messe de requiem de la France-Afrique? Nous en parlons avec docteur Jean-Emmanuel Gnagnon. Il est homme politique, homme de lettres, président du mouvement Togo Restauration. Nos amis qui devraient nous rejoindre en diplex ne sont pas encore avec nous en raison des difficultés techniques. Il s'agissait de Kosti Telou, consultant en diplomatie économique et de renseignement, et Emmanuel Yaovi Assogbavi, qui a justement participé à ce sommet de Montpellier. Qu'à cela ne tienne, vous allez devoir participer donc à cette émission avec nous en nous posant vos questions sur WhatsApp à travers le numéro qui défile à l'écran. Nous allons reprendre avant vos questions, l'émission avec Dr Emmanuel, Jean-Emmanuel Gnagnon. J'avais promis reprendre cette deuxième partie avec les 13 propositions d'Achille Bembier, 13 propositions contenues dans un rapport de 150 pages, un rapport autour duquel le sommet s'est déroulé. Alors, on ne va pas les aborder toutes, les 13 propositions, mais il y a eu qu'une qui a retenu mon attention. Et la première, la proposition phare que Achille Bembier a lui-même souvent défendue, c'est la création d'un fonds d'innovation pour la démocratie. Alors, moi, ça m'a posé un petit problème. Un tel sommet pour refonder les relations Afrique-France, et la première proposition, c'est argent. Oui, mais je disais tout à l'heure que non seulement les programmes, les propositions qui seront déroulées ensuite en agenda, liées donc au sommet, les fonds viendront d'où? Maintenant que, effectivement, la première proposition se base sur la nécessité de mettre sur pied un fonds, confirme effectivement nos appréhensions pour dire que si effectivement la France, cette relation, ce rapport doit se poursuivre, eh bien, il faudrait encore que la France institue un fonds et que la France continue maintenant de soutenir la démocratie en Afrique. Je crois quand même que notre démocratie doit pouvoir être capable de se soutenir elle-même. Les démocraties, ou la démocratie en Afrique, dans les États africains, doit pouvoir se construire, se soutenir elle-même. Maintenant, si cette démocratie, pour pouvoir même se maintenir, s'entretenir, se promouvoir, c'est encore à partir des fonds occidentaux, cela pose problème d'indépendance. C'est pour cela que les sommets, les anciens sommets France-Afrique ont toujours été des canaux d'instrumentalisation, de jugulation des efforts indépendantistes en Afrique. Et aujourd'hui, tout est encore clair, que c'est encore là où on veut amener la jeunesse africaine. La jeunesse, pour que la jeunesse tourne encore son regard, au lieu de voir quelles sont les richesses de l'Afrique, de voir comment est-ce que nous pouvons élaborer le développement de l'Afrique en Afrique et l'adapter de façon compatible aux problèmes, aux défis africains, et continuer encore à espérer la création des fonds quelque part. Ça pose problème. Je crois qu'il faut rapidement que les jeunes comprennent cette réalité. Mais il a nuancé en disant que c'est un fonds qui viendrait en appui aux initiatives de la société civile qui se bat sur le terrain pour le renforcement de la démocratie, la promotion de la gouvernance, etc. Pourquoi est-ce que l'initiative de ce fonds-là, en fait, si des propositions pareilles existent, pourquoi est-ce que l'initiative de ce fonds-là ne se fait pas d'abord en Afrique? C'est en Afrique. Ce n'est pas, par exemple, à Montpellier. C'est-à-dire qu'il faut arriver à comprendre une réalité. La liberté s'arrache. L'indépendance s'assume. Si nous sommes indépendants, la société civile africaine doit également comprendre que, véritablement, je ne dis pas que nous ne puissions pas toujours, par exemple, rester en partenariat avec l'Occident. Non, ce n'est pas ça ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on comprenne d'abord que l'essentiel doit se faire en Afrique. Et que le débat sur l'avenir de l'Afrique ne se décide pas ailleurs. Et qu'on n'ait pas trop espoir dans le jeu où la France veut amener, par exemple, les États africains. C'est une forme d'autre. C'est pourquoi, par exemple, le thème, est-ce que c'est une messe de requiem? Pas tout à fait. Mais plutôt, peut-être, un baptême, un nouveau baptême qui se fait, où on donne un nouveau nom,
où on essaie de voir, oui, maintenant on veut... voilà, maintenant, comme blanc, bonnet, bonnet blanc, qu'on veut maintenant refaire la chose autrement. Je crois quand même que il faut arriver à conscientiser la jeunesse pour qu'elle intériorise la réalité que l'avenir de l'Afrique se trouve en Afrique. Ce qu'il y a de gênant aussi dans cette proposition, est-ce qu'on peut réclamer à la fois le départ, par exemple, des troupes françaises en Afrique, reprocher à la France d'être paternaliste et au même moment lui demander de financer la démocratie? C'est paradoxal. C'est paradoxal, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'indépendance s'assume. La liberté pourquoi s'assume. Achille Mbembe a pu écrire une telle proposition? Mais tout à l'heure, vous avez parlé de l'unanimité par rapport à la représentativité du professeur Achille Mbembe. J'ai dit, je ne vais pas rentrer dedans. Vous-même, vous revenez encore à ce que je n'ai pas voulu dire. Donc, je pense que Frantz Fanon a parlé de peau noire, masque blanc. Et que... en faisant le portrait du colonisé. Du colonisé. Et que même les ex-colonisés et quelquefois certaines élites qui, en fait, font des efforts pour élaborer un nouveau discours, n'arrivent pas aussi, à des moments donnés, à se départir de ce cordon ombilical qui fait que, en fait, pour leur propre légitimité et la légitimation de leur statut, ils puissent absolument s'accrocher à la métropole. Parce que finalement, c'est comme si sans la métropole, leur légitimité pose problème et la légitimation de leurs propositions, de leur discours en pâtit. Et c'est à ce niveau-là que, par exemple, lorsque vous êtes en Afrique et que vous élaborez, par exemple, des concepts, des théories pour pouvoir aller dans le sens de l'émancipation véritable de l'Afrique, il y a, je ne vais pas dire ça, mais il y a quand même cette forme de complot, même au plan scientifique, qui ne fait pas la promotion de vos idées. Il y a cette réalité, malheureusement. Lorsque vous pensez, par exemple, que les théories indépendantistes qui sont produites en Afrique peuvent être promues par les institutions universitaires françaises, ce n'est pas forcément ça. Vous pensez que les théories qui, par exemple, prônent aujourd'hui la libération effective de l'Afrique vis-à-vis de son rapport qui est resté quelquefois un peu complexé avec la France jusqu'à aujourd'hui, vous pensez que ces théories-là peuvent facilement être promues par des institutions françaises ou bien la solde de la France? C'est pas évident. Les théories d'Achille Mbembe sur la décolonisation produites en France n'ont pas été promues sur place. Il paraît que il a plutôt eu du mal dans les pays anglo-saxons qu'il a été beaucoup plus révélé. Voilà, et c'est après sa révélation que, voilà, aujourd'hui, peut-être, jeter moi non plus est revenu. Mais ce que je pense, c'est que le développement de l'Afrique, nous sommes à un carrefour historique, 60 ans après. Nous sommes à un carrefour historique où la nouvelle génération doit repenser le jeu politique, le jeu même du développement, et que le développement ne se conçoive pas à l'extérieur pour nous, mais que le développement se conçoive ici. J'apprécie trop bien les idées du professeur Jean-Emmanuel Pondi, le Camerounais, l'éminent professeur Jean-Emmanuel Pondi, spécialiste de Thomas Sankara, et qui a beaucoup travaillé sur d'abord l'intégration africaine, sur des questions liées par exemple aux relations internationales, par exemple à la France-Afrique, surtout le développement. J'aime quelque part où il dit que à partir de 1960, on a commencé, l'Occident a commencé même pas par le développement. Et d'ailleurs, encore, le terme développement n'est pas structuré, conçu par les Africains. C'est l'occidental qui a conçu le développement. Le terme même développement a été utilisé, a-t-il dit un jour, a été utilisé par le président. Après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre, par Roosevelt, par le président américain Roosevelt, qui parle de développement. Et surtout appliqué finalement à l'Afrique. Développement de l'Afrique. Ensuite, on a commencé par parler de développement après les indépendances. Nous avons parlé tout à l'heure, ensuite, des pays, des PTT, comment nous les appeler? Les PTT pauvres, très endettés. Comment est-ce que des étiquettes pareilles, le jour où même on a sorti ça, mais il y a des pays africains même qui ont fêté. Pour dire, mais nous avons été classés. Nous avons adhéré à l'initiative. Et nous sommes maintenant des pays pauvres, très endettés. Très endettés. Et c'était vraiment des glorioles. Voyez-vous? Non.
Non. Et ensuite, on a dit, même passé cette étape-là, vous n'avez pas pu, par exemple, obtenir le développement. Il faut aller maintenant au plan d'ajustement structurel, programme d'ajustement structurel, pour revoir les choses, d'évaluation du CFA. Et ensuite, les OMD, après les ODD, et jusque-là, maintenant, programme 2063. Et quand on voit tout ça là, jusque-là, l'Afrique ne voit toujours pas son développement. Et quel est ce problème-là où on parle de notre développement et jusque-là, on ne voit toujours pas le développement? Docteur Emmanuel Jean-Gagnon, nous allons commencer par répondre aux questions de nos téléspectateurs. Nous avons un fidèle à Kara, il s'appelle Richard Tagba, qui nous a envoyé un long message. Bonjour, Monsieur Tagba, de Kara au Togo. À mon sens, ce sommet de Montpellier est une tactique de la France pour redorer son image très assombrie aujourd'hui dans certains pays d'Afrique qui constituent ses colonies. Pourquoi l'Allemagne, le Portugal, l'Angleterre ne le feraient pas ailleurs en France? Et nous, aujourd'hui, la jeunesse, devons-nous pouvoir analyser cet aspect et refuser toute action française dans nos pays au motif d'aide au développement? Je n'ai pas bien saisi le sens de ce paragraphe. Nos chefs d'État doivent véritablement s'intéresser aux problèmes réels de notre développement économique et social et non à certaines fades coopérations qui, depuis toujours que nous sommes nés, ne nous ont rien apporté. Et pour conclure, Richard Tagba nous dit, nous avons des usines à créer et à remonter, des terres à mettre en valeur, des routes à construire, des écoles, hôpitaux fiables à construire. Voilà les défis de nos dirigeants, même s'il ne faut pas vivre en vase clos, savoir choisir avec qui coopérer. Absolument. M. Tagba a parfaitement raison, parce que pour la nouvelle génération aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans le piège d'une coopération improductive. Il ne faut pas tomber dans le piège d'une coopération paternaliste qui ne va pas pouvoir aider l'Afrique et surtout à répondre aux besoins sans cesse croissants de sa population et ensuite surtout des jeunes. Regardez par exemple les questions d'immigration. Je crois quand même que ces débats-là également eu lieu là-bas. Les questions d'immigration, on parle toujours de la relation France-Afrique. Moi je ne suis pas à l'aise quand on parle de France-Afrique, plutôt France et puis peut-être les États africains et individuellement. Mais tout le problème lié également à la migration et puis les émigrés, etc., c'est beaucoup de débats qu'il faut, n'est-ce pas, alimenter par rapport à ça. Donc, le jeu politique africain et surtout la bonne gouvernance dont on a besoin, nos chefs d'État africains doivent pouvoir comprendre cette urgence. L'urgence africaine aussi passe absolument par là. La bonne gouvernance qui va pouvoir aider les Africains eux-mêmes à structurer le développement, n'est-ce pas, pour que ce soit compatible aux réalités africaines. Oui, mais docteur Jean-Gagnon, justement, est-ce que la pratique de la bonne gouvernance doit être une affaire de chef d'État ou les chefs un défi de la société en général, mais parce qu'on a comme l'impression qu'en général, mais incarné. Les questions, les réalités sociologiques font que les questions de gouvernance sont difficiles à saisir. Mais en réalité, par exemple, dès que vous êtes à un poste de responsabilité, les chefs d'État est-ce que vous n'avez pas la pression de la famille, la pression du village, tout le monde qui court après? Il faut arriver à cette culture. Il faut arriver à cette culture. Et cette culture-là doit être incarnée absolument par les chefs d'État. Et les chefs d'État, c'est eux qui sont garants de l'État, de la stabilité de l'État, garants de la bonne gouvernance, garants de tout ce qu'il y a lié justement à l'État. C'est pour cela que les premiers responsables, les responsables qui sont à la tête de nos institutions, et donc eux tous, ils sont concernés pour que, eh bien, on arrive à mieux redéployer les stratégies, justement, pouvoir accompagner le processus. Le faire, parce que quand, dans nos sociétés, la solidarité, comme les sociologues le disent, est encore mécanique et non organique, et justement, ça... il y a des pays dans lesquels les efforts de lutte contre la corruption portent des fruits. Il y a des pays dans lesquels la bonne gouvernance évolue. Il y a des indicateurs probants qui montrent quand même qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Les Africains, il ne faut pas dire que les Africains sont naturellement des filous, non. Non, je ne sais pas. C'est ça. C'est-à-dire que la solidarité... Il faut peut-être trouver le mécanisme, le bon mécanisme. C'est-à-dire qu'en Afrique, la solidarité africaine ne commande pas, par exemple, le comportement où il faut, quand je suis quelque part où quelque chose ne m'appartient pas, je vais prendre ça pour aller apporter à ma famille. Il faut que les gens... Nous avons
Dans l'Afrique traditionnelle, nous avons des gens qui reconnaissent que ce qui ne t'appartient pas ne t'appartient pas. La notion même de choses publiques, même dans nos familles, enfin, dans les sociétés traditionnelles africaines, la notion de choses publiques était déjà intériorisée, intégrée dans le comportement même de nos sociétés-là. Vous avez été à des postes de responsabilité déjà. Oui. Est-ce que vous n'avez pas eu la pression de vos familles? Mais la pression de la famille ne te... De vos cousins de village? La pression du cousin de la famille ou bien quoi ne te pousse pas à aller prendre l'argent public. Oui, mais il vous pousse à être recruté dans votre structure. Mais écoutez, c'est pour cela qu'il faut faire des efforts et il faut mettre en place des instruments, des mécanismes pour pouvoir, n'est-ce pas, faire limiter et amoindrir, n'est-ce pas, ces risques. Ce sont des risques. Il faut les étudier, il faut les évaluer, oui, il faut mettre en place des mécanismes. Ceux-là qui constituent, ceux qui vous accompagnent, vos voix lors des élections, le vote en Afrique est souvent ethnique, clanique. Les Africains sont toujours aujourd'hui dans la dynamique d'éduquer également la population. Il faut éduquer les populations pour que les gens comprennent que ce n'est pas parce que ton frère est quelque part, ce qu'on appelle le mendefrérisme, tout ça là, et bien, on finira par réaliser que ce n'est pas forcément ça. Mais tant qu'on ne va pas intérioriser cela ça posera toujours un problème lié par exemple à la bonne gouvernance. Donc je crois quand même que, mais je ne suis pas d'accord également essentiel parce que beaucoup aujourd'hui comprennent cette réalité. Il y a beaucoup en Afrique qui comprennent cette réalité. Et lorsque les gens sont à des postes de responsabilité et que les gens sont conscients, des gens, ils sont arrivés quand même à comprendre que c'est parce que je suis ici que je dois amener forcément mon frère. La mentalité évolue. Depuis longtemps, la mentalité évolue. La justice sociale doit se construire à partir de là, à partir de cette éducation-là. Et c'est les responsables qui sont là aujourd'hui qui doivent incarner ces nouveaux idéaux qui doivent être des soubassements solides pour la construction d'une cohésion sociale appropriée, idoine à la bonne gouvernance. Et je pense quand même que beaucoup de pays, au plan communautaire, au plan social, peuvent quand même promouvoir des réalités comme cela. Et ça, par exemple, ce n'est pas la France qui va venir nous faire ça. 92 28 28, on va découvrir ce qu'il nous a écrit. Nous apprécions les thèmes que vous abordez et débattez avec vos invités. Merci beaucoup. Ces débats nous édifient énormément. Par rapport au débat du jour, moi, j'ai beaucoup aimé la réaction de la jeunesse africaine lors de ce sommet. Les jeunes ont été très courageux face au président français. Je me pose la question, s'il y a parmi nos chefs d'État, qui soit capable et courageux pour dire des vérités, tout cru à la France, s'il y en a un, ce ne serait pas en Afrique francophone. Tous les chefs d'État d'anciennes colonies françaises donnent l'impression de servir les intérêts de la France au détriment de ceux de leur peuple. Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure que les jeunes ont eu l'opportunité quand même de pouvoir exprimer avec beaucoup de courage ce qui était leur ressentiment, ce qui était leur point de vue, c'était d'ailleurs l'objectif là que la France attendait, que la France visait. Et je crois quand même que c'est un objectif atteint pour la France parce que la France voulait donner l'opportunité à ces jeunes-là et donner également justement l'impression de la liberté de prise de parole et la liberté d'opinion, etc. Donc c'était une façon de pouvoir montrer aux yeux du monde entier que nous avons donné la parole à la jeunesse africaine et la jeunesse africaine a parlé et utiliser peut-être, pourquoi pas cela dans une dynamique électoraliste, pourquoi pas, cela dépend de ce que la France veut faire aujourd'hui du sommet de Montpellier, l'instrumentalisation que la France veut faire de cela. Nous allons continuer donc par répondre à nos téléspectateurs qui nous écrivent par centaines sur le numéro qui défile à l'écran. Mais je voudrais revenir avec vous sur les conclusions du sommet et vous demander si finalement on va les notifier aux chefs d'État qui ont été absents là-bas à Montpellier. Les conclusions? Oui. Oui, mais... Comment ces conclusions pourront-elles être exploitées? Moi, je n'ai pas pris part au sommet. Je ne sais pas quelle est la stratégie qui sera développée par les participants ou les organisateurs ou la France pour pouvoir envoyer ou faire parvenir les conclusions au chef d'État, peut-être sûrement par des canaux de plaidoyer. Cela va se faire, mais je ne peux pas le dire avec précision, puisque je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que, est-ce que finalement, c'est pour revenir pour dire au chef d'État, voilà ce que nous avons discuté à Montpellier, donc faites ci, faites ça. Est-ce qu'il y a par exemple une déclaration? Est-ce qu'il y a des actes forts? Est-ce qu'il y a par exemple une charte? Donc, est-ce qu'il y a des déclarations politiques signées qui peuvent devenir, par exemple, la déclaration de Montpellier, et pour qu'on invite les chefs d'État peut-être à souscrire
à ça et qui va les lier. Et on pourra faire le suivi après pour dire vous avez adhéré à telle convention. Il n'y a pas eu une convention, en tout cas à mon sens. Il y a pas, le sommet de Montpellier n'a pas abouti, par exemple, à une déclaration de politique, n'a pas abouti à une convention, n'a pas abouti, par exemple, à un traité où on pourra dire que voilà, donc cela va engager vos États et au regard de ça, vous allez continuer le plaidoyer et vos États vont adhérer et cela va devenir un instrument pour pouvoir, entre guillemets, contraindre les États à respecter les engagements pris. Je ne sais pas. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, après Montpellier, qu'est-ce qu'il y aura? C'est seulement les organisateurs qui pourront mieux répondre à ça. Bonjour, 90 50 99. Bonjour à vous tous sur le plateau. Ma première question, comment s'est fait le casting des représentants des pays africains pour la participation à ce sommet? Ils ont été triés par les différentes ambassades de France dans les différents pays concernés. Alors, je voudrais savoir si la France finance la démocratie en Afrique. Est-ce qu'ils ne vont pas influencer les élections pour que cela revienne à la même chose? C'est Balabina qui nous écrit depuis Agamade, Akara. Oui, comment cela s'est fait, je serai encore dans l'incapacité véritablement de le dire. Mais on sait que, vous avez dit tout à l'heure l'implication active de l'ambassade de France dans le choix des participants. C'est-à-dire que c'est la France qui invite. C'est la France qui invite, qui accepte d'accueillir. C'est la France qui organise. Qui organise. Donc c'est la France qui a accepté d'accueillir ceux-là qui pouvaient peut-être répondre au mieux à ses attentes. Et je crois que pas forcément, moi j'ai... Oui, mais eu vent des invitations de certains activistes qui n'avaient pas leur langue dans la poche. Oui, mais c'est ce que je dis. Mais de toute façon, c'est la France qui ont invite. décliné l'invitation. Certains ont même décliné l'invitation. Bon. C'est la France qui a invité. C'est la France qui a des objectifs. Donc, et c'est pour cela que l'ambassade de France devrait être activement impliquée. Et je crois que c'était le cas. Mais comment est-ce que les gens ont été identifiés? Je ne saurais véritablement m'exprimer par rapport à ça. Tout simplement, ce que moi je sais, c'est que... Vous n'avez pas reçu d'invitation? Non. Est-ce que je pouvais même être assez intéressé parce que mes analyses par rapport au choix de développement de l'Afrique, les attentes que je développe véritablement, je ne vois pas que cela pouvait être pris en charge par ce sommet. Kossi Francis n'attaque pas, se demande si la coupure du cordon ombilical avec la France serait une réalité un jour. Cela dépendra des Africains. Cela dépend des Africains, cela dépend de la jeunesse africaine. Les Asiatiques n'ont pas demandé quand est-ce que nous allons libérer. À un moment donné, ils se sont libérés. Il faut tout simplement reposer les vrais problèmes de l'Afrique, les problèmes liés aux ressources de l'Afrique, les problèmes liés aux engagements, les accords bilatéraux entre les États africains et la France. Il faut reconsidérer, il faut relire, essayer de voir dans quelle mesure, par exemple, sur plusieurs dossiers, eh bien, la France peut être invitée à rediscuter un certain nombre de choses. C'est ça. C'est l'Afrique qui décide. Lorsque vous prenez des décisions, mais le partenaire se plie à vos décisions, vous négociez. C'est ce que ça veut dire. Dapan, 90 73 15, c'est Nandokte qui nous écrit. La bonne gouvernance, à mon avis, doit d'abord passer par les élections transparentes. Un chef d'État qui arrive au sommet de l'État grâce aux fraudes massives en complicité avec la France. Comment voulons-nous qu'il y ait la bonne gouvernance? Il faut être reconnaissant envers celui qui vous a placé là-bas. C'est pourquoi il faut revoir nos rapports avec la France. Et en fait, il y a également un amalgame qui se crée très souvent, et je crois qu'il faut quand même mentionner cela. C'est que quand on parle de revoir nos rapports avec la France, les gens ont tendance à parler en même temps de sentiments anti-français. Leur s'en faut, ce n'est pas ça. Mais la France est un État souverain. Les États africains, en réalité, sont des États souverains. Et rediscuter, par exemple, les rapports, questionner, interroger les rapports qui peuvent exister entre la France et les États africains est loin d'être une question de sentiment anti-français. Et donc, moi, aujourd'hui, quand je dis il faut rediscuter les rapports qui peuvent exister entre la France et les États africains, c'est tout simplement revoir les accords bilatéraux qui peuvent exister entre les États africains et la France. Tout simplement voir, en fait, qu'est-ce qui peut avantager nos peuples. Le peuple français a besoin de quoi? Comment est-ce que nous pouvons également aider la France? Comment la France peut nous aider? Maintenant, comme moi, je ne suis pas à l'aise avec le terme « aider », comment est-ce que nous pouvons coopérer?
Aujourd'hui, il y a des enjeux internationaux qui sont là, des menaces sécuritaires qui sont là. Comment est-ce que les mêmes ennemis que nous avons, comment est-ce que nous pouvons coopérer pour pouvoir répondre à ces besoins, faire face à ces défis? Voilà. Donc ça doit être de la coopération, des discussions d'égal à égal. Et c'est ça la réalité. Et tant que la France ne comprendra pas ce langage et que la France pensera toujours arriver en Afrique dans un élan paternaliste où on voit que non, bien, voilà, encore comme dans une stratégie de maître à esclave, je crois quand même que la nouvelle génération ne sera pas à l'aise. Mais la France est un État avec qui nous pouvons collaborer. La France est un État avec qui nous pouvons coopérer. La France est un État avec qui nous avons une longue tradition historique. Et au regard de tout cela, les États africains peuvent toujours également rentrer en discussion chaque fois avec la France pour décider de l'avenir. Mais que cela ne soit pas décidé en France. Je crois quand même que la nouvelle génération est alerte par rapport à cette question et par rapport à ces nouveaux enjeux stratégiques qui doivent inscrire l'Afrique véritablement dans sa voie de développement. Dans quelle mesure les Africains peuvent eux-mêmes organiser, prendre ce genre d'initiative pour déterminer les rapports que l'Afrique doit avoir avec la France et notamment le monde? Aujourd'hui, il me semble que le sujet peut être très difficile si, par exemple, ils doivent se retrouver dans les organisations sous-régionales pour pouvoir agir ensemble. Et vous voyez un peu déjà actuellement le rapport qui existe entre la France et le Mali, et qui en fait est très intéressant et qui également donne beaucoup de réflexion par rapport aux enjeux réels liés aux rapports qui doivent exister, non plus entre l'Afrique et la France, mais entre les États africains et la France. Je crois que ce discernement doit être fait avec précision. Les États africains ont la liberté de coopérer avec des partenaires au regard des besoins, des défis de leur peuple, et de choisir même les partenaires qu'ils estiment capables ou qu'ils estiment appropriés pour faire face aux défis qu'ils ont. C'est ça aussi le jeu politique. C'est ça aussi en réalité. Quand on aime son peuple, on lutte pour les intérêts de son peuple. Donc, que les chefs d'État africains ne soient pas là seulement à la solde des intérêts d'une quelconque métropole, mais que les chefs d'État africains soient là, qu'ils soient des porte-paroles de leur peuple, qu'ils soient des ambassadeurs de leur peuple, et qu'ils soient là pour défendre les intérêts de leur peuple. Et en ce sens seulement, ils pourront alors rediscuter les rapports avec la France et même avec d'autres pays d'ailleurs. Vous faites allusion à la Russie? Les partenaires aujourd'hui sont nombreux. Il y a également la Chine, il y a également la Turquie, il y a également l'Angleterre. Les partenaires sont nombreux. Et je crois quand même qu'il faut voir quel est le partenaire qui peut au mieux accompagner un État donné ou notre État donné dans un processus donné. Et ce débat-là doit se faire toujours carte sur table pour avoir des relations d'amitié avec un État ou avec un autre. Et la pénétration russe en Afrique, est-ce qu'elle oblige la France à revoir sa copie en ce qui concerne les rapports qu'elle entretient avec ses anciens? La France doit pouvoir évoqué tantôt la France doit pouvoir tirer la situation du Mali et la France doit pouvoir tirer les conséquences de la géopolitique actuelle et réaliser tout simplement que un État ne peut pas rester une chasse gardée pour un partenaire. Le partenariat n'est pas forcé. Le partenariat, et puis les partenariats doivent s'évaluer. Lorsque vous êtes en partenariat, normalement vous êtes en partenariat avec un État sur une durée donnée, il faut évaluer le partenariat et voir quels sont les résultats réels que je tire de ce partenariat et comment est-ce que ce partenariat a pu apporter, par exemple, des résultats probants pour le développement de mon pays. Je crois que quand on évalue les partenariats, on peut toujours redistribuer les cartes et diversifier même les partenaires pour pouvoir au mieux faire face aux défis qu'on a en tant que, par exemple, chef d'État ou en tant que responsable étatique. Voilà. Donc, vous ne comprenez pas l'irritation de la France envers le Mali? Je ne saurais comprendre son irritation puisque les États sont libres et souverains et les États peuvent avoir la liberté de choisir les partenaires. En tant que les États sont libres et souverains théoriquement ou pratiquement? Moi, je le dis.
les États sont libres et souverains dans les faits et que les États les assument. Les États africains doivent assumer cette réalité. Ouais, c'est le Mali qui a fait appel lui-même à la France quand il était menacé par les djihadistes. C'est normal, c'était sur la base de la coopération, sur la base du partenariat. Mais quand je te fais appel et que après je trouve peut-être que le résultat que je cherche n'est pas là, est-ce que... en tout cas, c'est la logique que nous, aujourd'hui, on fait, la lecture qu'on fait de cette réalité. Est-ce que les enjeux malienne ne sont pas économiques aussi? Parce que l'intervention française au Mali coûte extrêmement cher. J'ai vu quelques chiffres, en tout cas difficiles à authentifier, mais on parle de près de 557 milliards de francs CFA pour l'année 2020 seulement. Cela veut dire que l'ardoise... elle est lourde, donc la France ne peut pas débourser ses fonds pour que le Mali aille payer avec son argent de 4 hélicoptères en Russie. Je pense que les arcanes de la diplomatie et les officines des traités, des alliances auxquelles nous on n'a pas accès ici ne peuvent pas nous renseigner autant. Mais en tout cas, à la surface, ce qu'on sait et ce qu'on peut dire sans se tromper, c'est tout simplement que oui, le Mali a fait appel à la France. Les États ont et doivent avoir la liberté de pouvoir diversifier, par exemple, le pipeline de leurs partenaires. Et aussi, les États peuvent reconsidérer, comment je vais dire, peuvent reconsidérer, par exemple, les partenariats, les contrats de partenariat qu'ils ont avec d'autres États. J'estime quand même que voilà, en fait, ce qui fait d'un État un État. C'est la liberté que l'État là à pouvoir rediscuter avec ses partenaires et même à pouvoir même faire des choix et les assumer. Mais sans cela, donc ce ne sont pas des États, ce sont des États fantoches. Donc le Mali peut-être a commencé à s'assumer en tant qu'État. Et c'est un appel qui est lancé aux autres États africains à s'assumer en tant qu'État et en tant que tel à discuter avec la France d'égal à égal pour pouvoir reconsidérer. Quand vous n'avez pas les moyens de défense, de sécurité, vous n'avez pas votre monnaie, est-ce que vous pouvez discuter d'égal à égal avec... Ce sont des débats contemporains qui sont là aujourd'hui. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que, et même sur des questions liées par exemple au système de défense, les États africains peuvent également discuter avec d'autres États africains et véritablement constituer un front pour pouvoir au mieux, n'est-ce pas, faire face aux débats liés à la France. Mais si par exemple les fonds dont on parle, la mauvaise gouvernance est là, on n'arrive pas à faire face véritablement en tant qu'État, n'est-ce pas, à financer l'éducation, ne serait-ce que l'éducation, à financer ne serait-ce que les besoins, n'est-ce pas, de la défense ou des militaires, etc. Mais nos États sont alors quoi après 60 ans? Cela doit interpeller nos chefs d'État africains. Cela doit interpeller les intellectuels africains. Si après 60 ans d'indépendance, le système éducatif est tel que nous le connaissons aujourd'hui, même les programmes tels que nous les connaissons aujourd'hui, et le financement même du développement, les États sont incapables de le faire, mais c'est à nous de nous poser les réelles questions. Est-ce que nous avons des États forts? Est-ce que nous avons des États fragiles? Est-ce que nous avons des États proactifs? Est-ce que nous avons des États fantoches, comme je suis en train de le dire? C'est à nous finalement de tirer les conclusions. Mais moi, je lance cet appel à la jeunesse africaine en disant tout simplement que nous avons aujourd'hui, aux yeux de l'histoire, à ce rendez-vous de l'histoire, nous avons l'obligation de repenser la reconstruction des États africains. Après 60 ans, nous voyons que c'est comme si l'État est en train d'échouer. 90, 78, 21, c'est Hezoué qui nous écrit d'Agoué. Hezoué, ça veut dire c'est la paix, hein, je crois, en kabyle. Je ne sais pas trop. Les Kabyles nous confirmeront. De Kara, ils sont très nombreux à nous suivre là-bas. J'apprécie beaucoup les réactions de Dr Gnagnon. Ce sommet est selon moi un échec, car tous ceux qui y ont participé ont été préparés par les différents gouvernements avant de s'y rendre. De plus, la France ne choisit que des sociétés civiles qui lui sont favorables. Je pense qu'il aurait été mieux de réunir les sociétés civiles de chaque État dans leur pays pour discuter réellement des questions importantes du développement de notre pays, de nos pays. Nous devons nous rendre à l'évidence du fait que nos pays n'ont pas les mêmes problèmes. Ça, c'est clair. C'est clair que, par exemple, même par rapport aux participants,
chacun est allé avec l'émanation de son peuple. Hein. Et ça, c'est aussi clair parce que chaque gouvernement, sûrement, vous voyez par exemple la réaction de Adam Dicko, qui est malienne, qui a porté les problèmes du Mali. Et il y a la Burkinabé également qui a réagi carrément, vous voyez, à un moment donné, le sankarisme. Et donc, tout simplement pour dire que ce qui s'est passé là-bas, c'est vrai, chaque représentant d'un pays donné a réagi et montre le reflet de son pays. Bon, je me suis demandé si c'est qu'il y avait aussi un Togolais, quelle aurait été la réaction. Mais comme un Togolais n'a pas fait partie des panélistes, les 12 dont il est question, eh bien, on n'a pas vu réellement, par exemple, pour le Togo, comment aurait été la réaction pour savoir si les gouvernements ont eu une influence sur les participants. 92, 11, 97. Bonjour Gilles, bonjour Docteur Gnagnon. Pour moi, les États africains ont refusé de s'approprier leur développement en demandant toujours de l'aide à la France. Et pour certains, sans la France, ils ne peuvent pas évoluer. Car après avoir critiqué la France, quelques minutes après, suite à un problème, les mêmes font recours à la France. Beaucoup d'Africains n'ont pas encore compris que c'est aux Africains de parler de leur développement chez eux, en Afrique. Mais nous avons refusé de le faire. Celui qui a toujours vécu grâce à l'Afrique a initié ce folklore pour nous distraire. C'est Innocent qui nous écrit depuis d'apparent. Nous n'avons pas de problème avec la France. Et dire, par exemple, que les Africains doivent s'organiser en Afrique n'est pas un comportement anti-français, je continue de le dire. Mais c'est un comportement des gens qui décident de s'assumer. Et après s'être assumés, d'aller vers le partenaire et discuter d'égal à égal. Je crois que c'est tout le principe. Et exactement ce qu'il est en train de dire. Aujourd'hui, il serait encore mieux que des symposiums, des conférences s'organisent en Afrique pour réfléchir sur le développement de l'Afrique, concevoir le développement de l'Afrique en tant qu'Africain, dans une optique de l'Africain, pas à travers les lunettes, par exemple, d'un occidental. Parce que ce qui s'est fait, les réflexions, c'est vrai, on a rassemblé beaucoup d'acteurs, mais réellement, les problèmes actuels de l'Afrique, si on doit les poser, et si on doit les poser avec efficacité, avec pragmatisme, ce n'était pas le lieu. Mais pourquoi les universités ne jouent pas ce rôle? Qu'est-ce que vous faites dans les universités? Vous avez quelquefois vous donnez des cours à l'université. Est-ce qu'il ne vous revient pas de secréter ces genres de réflexions? C'est des réflexions qui sont toujours menées dans les universités. Mais sur des copies pour avoir des notes? Non, au-delà de ça. Mais ce que moi je dis chaque fois en tant que... ou dans des articles pour avancer en grade. Ce que moi je dis souvent, c'est que les réformes et les changements de paradigme doivent se faire également pour que les productions intellectuelles et universitaires puissent contribuer énormément à aider le développement de l'Afrique. Est-ce que les politiques vous confient ce rôle, vous reconnaissent dans ce rôle? J'avais une fois proposé qu'on crée un observatoire qui puisse capitaliser, par exemple, les travaux, les thèses, les théories qui sont développées dans nos universités et les reconvertir à des fins de développement, pour soutenir le développement. Mais malheureusement, par exemple, quand vous prenez nos universités... de la recherche appliquée. Appliquée. Quand vous prenez, par exemple, nos universités, c'est quelquefois... il ne faut pas avoir peur de le dire, mais le schéma tel que cela s'est fait, c'est comme si vous êtes chercheur, vous entrez dans une dynamique égoïste, tout simplement parce que vous allez produire des articles, et puis vous allez passer le CAMES, l'examen, et puis vous devenez professeur, et puis vos articles même ne sont pas connus de vos étudiants, ne sont même pas connus du grand public, et il n'y a pas une utilisation, une destination sociale liée donc au développement, liée donc aux enjeux actuels, n'est-ce pas, de vos articles. C'est comme par exemple dans le couvent où la réalité sont toujours là-bas, les réflexions se font au couvent et puis jamais réellement cela n'est exploité à des fins, n'est-ce pas, de développement. Je crois quand même que on sort pour faire des sacrifices à absolument. Je crois quand même que c'est également l'interpellation qu'il faut faire à l'endroit des universitaires africains en général pour que les résultats, les recherches puissent être départis de tout ce qui doit être égoïste et que cela soit plutôt des recherches qui puissent porter des fruits au niveau des populations. 90, 80, 45, c'est Emery qui vient de rejoindre l'émission. Donc, voyant toutes les ressources humaines
et naturels dont disposent les États africains, est-ce que vous pensez pas que l'Afrique a, est-ce que vous pensez que l'Afrique a réellement besoin de quelques pays occidentaux, que ce soit pour se développer? Depuis que René Dumont a parlé de l'Afrique noire et mal partie, jusqu'à aujourd'hui, on a compris tout simplement que les Africains ne sont pas arrivés à capitaliser les ressources humaines et les ressources naturelles que nous avons. Mais René Dumont, lui, ne parlait que de l'agriculture. Au-delà de l'agriculture, l'Afrique aujourd'hui, c'est vrai, une grande étendue, mais au-delà de ça aujourd'hui, la grande démographie, et quand on parle des questions de dividendes démographiques, la jeunesse importante, c'est beaucoup de choses que l'Afrique a. Et il suffit tout simplement de changer les paradigmes. Il suffit tout simplement de revoir l'éducation, la formation. Il suffit tout simplement de revoir réellement comment on forme les gens pour que des emplois qu'on doit avoir ne soient pas des emplois qui doivent être revenus de l'extérieur. Il suffit tout simplement de revoir les dichotomies entre nos villes et nos villages pour voir véritablement comment on reconçoit le développement. Il y a par exemple cette réalité où beaucoup de jeunes vont quitter les villages pour venir en ville. Il suffit tout simplement de créer des pôles attractifs dans les villages et commencer par plutôt insister, encourager que des gens, parce que beaucoup de jeunes vont quitter les villages pour venir en ville, pour faire Zémidjan, par exemple, pour devenir taxi-moto, etc. Alors que la terre est là, alors qu'il y a beaucoup d'autres enjeux qui sont là et qui peuvent faire aider au développement depuis là-bas. Donc, il suffit tout simplement... Moi, j'ai toujours dit que le développement, par exemple, lorsque vous implantez une entreprise d'exploitation agricole dans un village, vous allez sûrement avoir besoin d'un conducteur de tracteur, vous allez avoir besoin d'un comptable, vous allez avoir besoin d'un distributeur, d'un chauffeur, même d'un juriste, d'un sociologue. L'entreprise là va en avoir besoin, mais c'est construit dans un village. Dans un village. Mais vous allez avoir besoin de tout ça là. Vous allez créer l'emploi comme ça. Donc, il suffit également de voir aujourd'hui quels sont les enjeux de développement, quels sont les nouveaux secteurs d'emploi porteurs. Il suffit effectivement, c'est vrai, c'est pourquoi, c'est vrai, il y a beaucoup d'efforts qui se font au niveau de l'entrepreneuriat pour dire il faut que les jeunes, mais l'entrepreneuriat à partir des 0 francs, ce n'est pas ça. L'entrepreneuriat, lorsque vous ne pouvez pas avoir accès aux banques, ce n'est pas ça. L'entrepreneuriat, lorsque, par exemple, il y a eu l'accompagnement réel de l'État pour pouvoir aider, structurer, accompagner, former, ce n'est pas ça. Donc, tant que ces propos-là aussi sont tenus, alors que ces efforts réels d'accompagnement ne sont pas là conséquemment pour pouvoir ajuster les choses et aider, nous avons toujours des problèmes. Les jeunes doivent s'organiser. Les États africains doivent savoir qu'il existe aujourd'hui un postulat qui est clair, c'est-à-dire qu'il existe la fragilité des États. Les États africains aujourd'hui sont fragiles. Fragiles parce qu'incapables d'assumer même l'éducation de leur peuple. Financer l'éducation de leur peuple, les États africains, surtout certains, sont incapables. Financer leur propre défense, sécurité, sont incapables. Ils doivent toujours tendre la main à l'extérieur. Ça pose un problème. Est-ce que nos États même sont des États, c'est pourquoi j'ai dit, est-ce que nos États sont des États aujourd'hui encore des États dignes de ce nom? Parce qu'un État digne de ce nom doit être un État capable de pouvoir faire face aux besoins de ces populations en termes de sécurité, en termes d'éducation, en termes d'économie, en termes, etc., etc. Que faire alors? On va répondre à faux. 90 01 95. J'apprécie le franc-parler de votre invité. Monsieur Afro dit que vous avez un franc-parler. Oui, je crois que ça doit être l'apanage de tous les jeunes aujourd'hui, de cette nouvelle génération, pour au mieux reconstruire nos États, renforcer nos États et inscrire nos États dans la dynamique d'une gouvernance qui puisse véritablement porter le développement. C'est encore un jeu folklorique de la France pour retarder les États africains. Il est temps de discuter État par État. D'abord, par le multilatéralisme où les partis politiques sont créés, en tout cas, d'abord par le multipartisme où les partis politiques sont créés comme les ONG. Les États africains doivent régler leurs propres problèmes internes. Parce que vous avez dit jusque-là. Ah oui, c'est ce que nous avons dit jusque-là. Les États africains doivent d'abord évaluer leur propre situation et savoir que des défis énormes leur restent. Et surtout, sortir du snobisme et du mimétisme politique. Comprendre que, par exemple, la dernière fois, j'ai échangé avec quelqu'un, je lui ai fait comprendre que, vous voyez un peu, le cas, par exemple, de Covid, aujourd'hui, la Covid qui est survenue dans le monde entier, qui a fragilisé nos États. Encore davantage, les États africains sont plus fragilisés encore. Mais, jusqu'à maintenant, c'est vrai, la Covid est une menace mondiale, mais
les pôles ou alors les épicentres, n'est-ce pas, de la pandémie, l'Afrique a aujourd'hui jusqu'à maintenant est-ce que c'est une protection naturelle, mais des efforts sont faits, oui, par nos gouvernements. Ils ont fait des efforts, la propagation a été beaucoup plus limitée en Afrique et naturellement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, les Occidentaux se demandent pourquoi est-ce que la pandémie ne tue pas autant en Afrique. Quand on analyse, on se demande la pandémie avec l'allure et la virulence avec laquelle elle tue aujourd'hui en Europe, en Occident, ce n'est pas la même virulence chez nous. Donc cela devient forcément une priorité chez eux. Mais cela n'est pas forcément une priorité chez nous. Priorité en termes préventifs, mais en fait une priorité d'État à tout niveau, jusqu'à... Mais ce n'est pas normal. Nous avons nos priorités. Il ne faudrait pas que les priorités des autres deviennent systématiquement nos priorités. Vous ne comprenez pas donc les passes sanitaires qui sont de plus en plus légion en Afrique, dans les pays africains, ouais. Il faut voir comment est-ce que nos chefs d'État lisent véritablement leurs agendas par rapport aux priorités. Parce que les réelles priorités de leurs États, ce n'est pas forcément la priorité de la métropole. C'est parce que la pandémie a commencé par tuer gravement de l'autre côté, alors que chez nous, il y a quand même, n'est-ce pas, une situation beaucoup plus atténuante. Donc, nous ne pouvons pas en faire une priorité et commencer peut-être par vouloir des premières places dedans. Non, nous avons d'autres priorités. Et c'est cela qui va faire que lorsque la pandémie va passer, nous allons encore être en arrière, alors que c'était une opportunité pour nos pays africains de pouvoir reconsidérer les choses et pouvoir au mieux viser leurs propres priorités, les priorités de développement. 91, 77, 61, j'apprécie votre débat. Pour moi, l'Afrique ne demande pas d'aide venant de la France ou ailleurs, mais juste que c'est leur devoir de le faire, car ils nous le doivent. L'Afrique a été retardée de 400 ans et ils doivent le payer. C'est Siergo qui nous écrit de Blita. Oui, mais il faut également que nous quittions ce complexe de victimes sempiternelles. 400 ans d'esclavage, c'est bien loin, c'est parti. Nous connaissions par exemple l'histoire de la Chine. Après 50 ans, la Chine a changé. Donc, esclavage depuis 400 ans, plusieurs décennies, c'est passé. Maintenant, il faut faire face à l'histoire et s'assumer. Il faut commencer par déployer des stratégies pour se développer. Et c'est cela. Il faut revoir nos stratégies et nos priorités. Et ça me permet de vous poser cette question pour finir. Qu'est-ce qui retient les câbles du développement de l'Afrique? C'est la gouvernance et c'est également la vision que nous devons imprimer. C'est également les priorités que nous choisissons. C'est également les partenaires que nous avons. Il faut revoir nos partenariats et nos partenaires. Il faut revoir les paradigmes que nous avons liés donc à nos priorités en Afrique. Parce que les priorités mondiales peuvent arriver. Mais en fait, les priorités de nos États, par rapport à leur réalité, sont bien différentes. Et c'est pour cela que, par exemple, pendant la COVID-19, le paludisme va beaucoup tuer en Afrique. Au moment où les gens seront en train de parler de Covid. Et même quelquefois créer même de l'amalgame. Parce que depuis qu'on a fermé les frontières, moi j'ai eu cette analyse-là un jour, depuis qu'on a fermé les frontières, les opérations, les interventions liées par exemple au paludisme ne sont plus effectives. Ce qui fera qu'à un moment donné, quand on va passer même le cap de la Covid un peu, vous allez voir qu'il va y avoir une sorte d'inflation encore liée au paludisme. Il va y avoir des taux croissants qui vont encore être là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné... Ou au sida. Ou au sida. Aujourd'hui, c'est comme si, par exemple, le sida n'existe plus. Des efforts sont faits dans ce sens-là. Aujourd'hui, c'est comme la Covid est en vedette. Mais est-ce que c'est réellement notre priorité? Oui, nous ne disons pas qu'il ne faut pas mener des actions par rapport à ça. Il faut mener des actions. Mais est-ce que c'est la priorité des priorités de nos États africains? Les problèmes que nos États africains ont, ce n'est pas parce que la Covid va tuer beaucoup plus en Occident que ça devient systématiquement une priorité chez nous, une priorité des priorités. Non. En tout cas, avant Covid, pour ce qui concerne le sida, les organes concernés ont déjà leur masque. Merci. Merci, docteur Yagnon. Nous arrivons à la fin de notre forum. Merci d'être passé. C'est un plaisir. C'est un plaisir et pour terminer, certainement pour dire tout simplement que la jeunesse africaine a un grand rôle à jouer aujourd'hui. 1. Changer de paradigme. 2. Oser en croyant en nos forces, en nos capacités endogènes. 3. Reconsidérer même les rapports que nous avons avec les partenaires que nous pouvons avoir.
Et 5, voir comment est-ce que nous pouvons relever nos États, reconstruire nos États, parce que jusque-là, 60 ans après, nos États restent encore des États fragiles qui n'arrivent pas à porter le poids même du développement. Peut-être 6, bannir les oppositions. Et bannir surtout les oppositions. Merci. Et sans opposition, je dis merci aux fidèles téléspectateurs de leur aimable attention. Nous remercions l'équipe technique pour la collaboration. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.